Sale bricoleuse. Ma sœur maître l'a jetée au visage, mon père a ricané. Ils se sont moqués de mon métier, de ma vie, dans le bistrot que j'ai bâti de rien. Puis un inconnu a demandé « C'est qui le proprio ici ?» Tous se sont tus. Ma propre sœur m'a jeté ça au visage. Mon père a ricané dans son verre de vin. Il se moquait de mon métier, de ma vie, de mon travail, tout cela dans le restaurant que j'ai bâti de mes propres mains, à partir de rien. Il l'ignorait. Puis, un inconnu à la table d'accent grave côté a regardé autour de lui et a posé la question qui a tout fait basculer. « Mais que fait la patronne ici, à dîner avec les clients ?» Tout le monde s'est figé. Avant de plonger dans les détails de cette soirée incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, ou de quel pays, vous suivez cette histoire. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir à quel point notre communauté est connectée à travers le monde. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé un mardi après-midi. Le genre d'après-midi gris et productif de Lyon. J'étais à l'atelier de Sonore, mon entreprise, vêtue de mon uniforme habituel, un jean taché de plâtre et un vieux sweatshirt. J'avais les mains couvertes de poussière de composite, en train de tester la densité d'un nouveau panneau acoustique que nous développions. L'odeur de la résine et du bois coupé emplissait l'air. Dehors, le son d'une scie circulaire s'est arrêté net, plongeant l'entrepôt dans un silence soudain. C'est dans ce silence que mon téléphone a vibré sur l'établi. Je l'ai attrapé, laissant une empreinte de pouce poussiéreuse sur l'écran. C'était un message de ma mère, Martine. Une occurrence assez rare pour me faire froncer les sourcils. Le message était bref, clinique. Jeudi soir. 19h, l'écran d'or. Fiançailles de Delphine. C'est tout. Pas de « Bonjour Aveline ». Pas de « Comment vas-tu » Pas un « Nous serions si heureux que tu sois là ». Juste un ordre, froid et efficace, comme un rappel de calendrier ou une convocation au tribunal. Mes yeux se sont fixés sur le nom du lieu. L'écran d'or. Une ironie si amère, si profonde, qu'elle m'a presque fait rire à voix haute. L'écran d'or n'était pas juste le restaurant le plus en vue de Lyon, le plus difficile à réserver, le plus photographié. C'était mon chef-d'œuvre. C'était la carte de visite de Sonore. Avant mon intervention, il y a 3 ans, cet endroit magnifique au plafond voûté était une catastrophe acoustique. Un brouhaha insupportable où les clients devaient crier pour s'entendre. J'y avais passé 6 mois, dormant à peine, calculant des angles de réfraction, inventant des matériaux composites dissimulés derrière les tentures de velours et les boiseries. J'avais personnellement supervisé l'installation, les mains dans la colle et le plâtre. Aujourd'hui, l'écran d'or était mondialement célèbre pour son « silence de velours », une intimité acoustique si parfaite qu'elle était devenue sa signature. Et ma famille, bien sûr, n'en savait absolument rien. Pour eux, j'étais toujours Aveline, 35 ans, l'éternelle déception. La bizarre, l'intello, qui avait fait des études d'ingénieur du son pour finir, selon eux, dans le bâtiment. J'avais refusé de reprendre l'entreprise de fabrication industrielle de mon père, Hervé. Sa voix résonnait encore dans ma tête, 5 ans plus tôt, furieuse, dans son grand bureau lambrissé. « Tu refuses un empire? Tu refuses un nom? Pour aller, quoi? Poser de la mousse sur les murs? Tu regretteras toute ta vie d'avoir choisi ce métier de saleté, Aveline. » Ce métier de saleté était maintenant une entreprise florissante, leader dans son domaine, mais pour ma famille, j'étais toujours celle qui jouait dans la poussière. Mon premier réflexe a été d'écrire « Impossible, j'ai une urgence chantier ». C'était la solution de facilité. Protéger ma paix. Éviter l'humiliation prévisible. Delphine, ma sœur cadette, n'avait jamais manqué une seule occasion de me rappeler à quel point sa vie, remplie de stratégies de marque personnelle et de fiancés riches, était supérieure à la mienne. Mais une petite partie stupide de moi, une partie que j'essayais d'étouffer depuis 20 ans, une petite fille au fond de ma gorge, espérait encore. C'était une lueur d'espoir idiote. L'espoir que cette fois, peut-être, maintenant que Delphine avait tout ce qu'elle voulait, le fiancé riche, la bague, la fête, il me verrait. Pas la PDG de Sonore, non, ça il ne pouvait pas le comprendre. Juste Aveline. Leur fille.
Leur sœur. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. J'ai regardé le message. J'ai tapé la réponse. Je serai là. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère. J'étais juste résignée. Je savais exactement où je mettais les pieds. Je n'allais pas à des fiançailles. Je savais que j'allais à ma propre exécution sociale. Et le pire, c'est que j'apportais moi-même le couteau. Jeudi soir. 19h05, le taxi m'a déposé sur le trottoir pavé devant l'écrin d'or. Les lumières chaudes brillaient à travers les grandes fenêtres. J'avais choisi ma tenue avec un soin méticuleux. Pas une armure, mais une déclaration silencieuse. Une robe en soie simple, d'un bleu nuit profond, qui coûtait probablement le prix de 4 de leur costume, mais qui ne le criait pas. Des chaussures plates, élégantes. Discrètes. Chères. Clément, le directeur du restaurant, un homme que j'avais formé moi-même aux subtilités de l'acoustique et du service, m'a vu entrer. Ses yeux se sont agrandis une fraction de seconde. Il m'avait toujours connue en tenue de chantier, les cheveux attachés en un chignon désordonné, couverte de plâtre. Il s'est avancé, Madame Dutheil. Quelle? J'ai levé la main, un geste presque invisible, accompagné d'un sourire que je voulais rassurant. Juste Aveline, ce soir, Clément. Je suis avec la famille. La table de Monsieur Hervé Dutheil. Il a compris au quart de tour. Son professionnalisme a repris le dessus. Bien sûr, Aveline. Par ici. Votre famille est déjà installée. Ils étaient là. À la meilleure table, bien sûr. Celle que je savais être la plus calme, sous le petit dôme acoustique que j'avais conçu pour les conversations importantes. Ma mère, Martine, m'a toisé de haut en bas. Son regard était une évaluation froide. Ah, Aveline. Cette robe est très fonctionnelle. Fonctionnel était son mot code pour terne, sans imagination, ou pas assez cher à ses yeux. J'ai souri. Bonsoir, maman. Elle est confortable. Delphine, rayonnante dans une robe crème qui moulait sa silhouette parfaite, a gloussé. Elle s'est penchée vers son fiancé, Bastien, un homme dont le sourire ne dépassait jamais les lèvres. Ils ont échangé un murmure et un rire complice. Je n'avais même pas encore enlevé mon manteau. Le dîner a commencé. Ou plutôt, le spectacle a commencé. C'était le show de Bastien et Delphine. On a parlé de leur projet d'investissement disruptif, de leur futur mariage à Saint-Tropez, de l'importance cruciale d'avoir un réseau de qualité. J'étais assise là, comme un fantôme à leur table. Un fantôme qui avait pourtant conçu l'air même qu'il respirait. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Félicitations, Delphine. La bague est magnifique. Ah, merci, dit-elle, jetant un regard distrait à sa main. Bastien a des contacts incroyables à Anvers. L'exclusivité, tu sais. Plus tard, j'ai vu que ton entreprise de personal branding se développait bien. Oh, tu sais, dit-elle avec un geste vague, c'est surtout du conseil stratégique à haut niveau. C'est assez complexe. Comme si je ne pouvais pas comprendre. Puis mon père, Hervé, a levé son verre de Châteauneuf-du-Pape. Sa voix de patriarche, celle qui faisait trembler les murs de son usine, a empli l'espace feutré. Je lève mon verre à Bastien, a-t-il dit, en me regardant à peine. Enfin, un homme qui rejoint cette famille et qui comprend ce que bâtir veut dire. Un homme qui fait des affaires respectables. Le mot respectable a été lancé comme une pierre dans ma direction. Une affaire respectable. Pas comme la mienne. Pas comme la sale bricoleuse. Je n'étais plus Aveline Dutheil, 35 ans, PDG de Sonore. J'étais redevenue la petite fille de 15 ans qui avait eu un C en économie et que son père avait traité d'incapable. J'ai souri. J'ai levé mon verre. J'ai bu à la santé de l'homme qui me considérait comme une ratée, dans le restaurant même qui payait mon loyer, mes impôts et les salaires de mes 15 employés. La conversation a repris, m'excluant complètement. C'était un balai bien huilé d'ignorance. C'étaient des coupures invisibles. Des milliers de petites incisions qui vous vident de votre sang sans que personne ne voie la blessure. Et j'étais assise dans le silence que j'avais moi-même créé, écoutant ma famille me démolir sans même élever la voix.
Delphine parlait maintenant avec animation de l'importance de vérifier ses fournisseurs pour le mariage. Elle riait, racontant comment elle avait démasqué un fleuriste qui utilisait des fleurs importées au lieu de fleurs locales. On ne peut faire confiance à personne de nos jours, dit-elle en sirotant son champagne, son diamant scintillant. L'image de marque, c'est tout. Il faut s'assurer que les gens sont fiables, qu'ils ne sont pas des amateurs. Ce mot. Amateur. Mon esprit a quitté la table. Il a quitté Lyon. Il est revenu 1 an en arrière, dans une suite d'hôtels impersonnels à Marseille, lors d'un grand salon de l'hôtellerie de luxe. Flashback. J'étais sur le point de signer le plus gros contrat de ma carrière. Le contrat qui allait faire de Sonore un acteur européen incontournable. Une chaîne d'hôtels de luxe allemande. Près d'1 demi-million d'euros. Le PDG, un homme méticuleux et sévère nommé R. Kessler, m'avait convoqué pour la signature finale. J'avais travaillé 6 mois sur cette proposition. Mais il n'a pas signé. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes cerclées d'or. Frau Dutheil, avait-il dit, son accent allemand coupant comme du verre, j'ai entendu des choses. Des choses inquiétantes. Mon cœur s'était glacé. J'avais l'impression de tomber dans le vide. Quelle chose, R. Kessler? On m'a dit, continua-t-il, en consultant ses notes, que votre entreprise n'est qu'une petite boîte d'artisans. C'est le mot qu'on a employé. Que vous utilisez des matériaux bon marché, pas fiables. Que vous n'avez pas la capacité pour un projet de cette envergure. J'étais abasourdi. C'était un mensonge absolu. Mes matériaux étaient à la pointe de la technologie. J'ai essayé de me défendre, de montrer les certifications, les tests en laboratoire, les témoignages. Mais le doute avait été semé. Il a secoué la tête. Je ne peux pas prendre de risques. L'acoustique est la nouvelle signature du luxe. Je vais prendre une entreprise plus établie. Il a annulé le contrat. J'ai mis des semaines à m'en remettre. J'ai dû licencier 2 personnes. J'ai failli perdre mon entreprise. Il m'a fallu 6 mois pour découvrir la source de la rumeur. Ce n'était pas un concurrent. C'était un ami de Delphine, à qui elle avait glissé cette information lors d'un cocktail à Paris. J'ai reconstitué la conversation. Elle ne l'avait pas fait par méchanceté ouverte. Elle l'avait fait de la pire des manières, avec un air de fausse inquiétude. Oh, ma pauvre sœur Aveline, elle essaie tellement, elle est si passionnée, mais elle est un peu dépassée par les événements, vous savez. Je m'inquiète qu'elle utilise des matériaux pas très, enfin, vous comprenez. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Pourquoi? La jalousie. Une jalousie toxique et profonde. J'avais toujours été l'intello, la bizarre. Elle était la jolie, la sociale. Mon succès, un succès qu'elle ne comprenait pas, dans un domaine qu'elle méprisait, menaçait son identité. Si moi, la bricoleuse, je pouvais réussir à ce niveau, qu'est-ce que cela disait de sa propre valeur, basée uniquement sur l'apparence et les relations? Elle avait voulu que j'échoue. Pour se prouver à elle-même qu'elle était toujours la gagnante. Fin du flashback. Je suis revenue à la table de l'écrin d'or. Delphine riait, son diamant brillant sous la lumière que j'avais moi-même choisie. N'est-ce pas, Bastien? L'intégrité, c'est la chose la plus importante. Je ne travaille qu'avec des gens intègres. J'ai senti une vague de nausée. Le goût du vin dans ma bouche est devenu acide. Il trinquait à l'intégrité. Un investisseur prédateur et une saboteuse. Et moi, la seule personne à cette table qui avait bâti quelque chose d'honnête, brique par brique, j'étais leur paillasson. Elle souriait, parlant d'intégrité, et moi, je me demandais combien de temps encore j'allais pouvoir garder mon calme. Le plat principal est arrivé. Un filet de bœuf magnifique, fumant doucement. Mais l'atmosphère était devenue irrespirable. Ma colère froide, silencieuse, devait se sentir, car même Delphine avait cessé de jacasser. C'est là qu'un cousin éloigné, un certain Édouard, venu surtout pour impressionner Bastien, s'est tourné vers moi, probablement par simple politesse, pour combler le silence. Et vous, Aveline? On ne vous a pas beaucoup entendu. Vous faites quoi, exactement, dans la vie? Le silence est tombé. Un silence de plomb.
Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était la question qu'ils attendaient tous. L'occasion de me remettre à ma place. Avant que je puisse ouvrir la bouche, avant que je puisse formuler une réponse simple comme « Je dirige une entreprise d'ingénierie acoustique », Delphine a éclaté d'un rire aigu. Un rire conçu pour humilier. Un rire qui n'était pas joyeux, mais cruel. « Oh, mon Dieu, Édouard, ne la lancez pas là-dessus, dit-elle en levant les yeux au ciel comme si on lui posait la question la plus ridicule du monde. Elle fait des petits boulots. Tu sais, des trucs manuels. Elle a fait un geste vague de la main, comme si elle chassait une mouche ou une mauvaise odeur. Elle perce des murs, elle met de la mousse dedans. C'est une sorte de, enfin, c'est une sale bricoleuse. Sale bricoleuse. Le silence qui a suivi a été assourdissant. L'expression n'était même pas subtile. Elle était crue, violente, publique. Bastien a pouffé dans sa serviette. Tant que tu ne ramènes pas de poussière à la maison, hein? Et mon père? Mon père. Je l'ai regardé, suppliant silencieusement. Il n'a rien dit. Il a juste pris son verre de vin, a croisé mon regard par-dessus le bord, et il a souri. Un petit sourire en coin. Un sourire d'approbation. Le monde s'est arrêté. Je les ai regardés, un par un. Ma sœur, la saboteuse, triomphante. Mon beau-frère, l'arrogant, amusé. Ma mère, qui regardait soudain son assiette avec une attention intense, trop lâche pour intervenir. Et mon père, qui souriait de me voir humilié. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai souri. Un sourire calme, vide. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, presque douce. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je me suis levée, pas trop vite, pas trop lentement. J'ai posé ma serviette sur la chaise. J'ai marché à travers le restaurant. J'ai senti leur regard dans mon dos, mais plus encore, j'ai senti le regard des autres tables. Ils avaient entendu. Je suis rentrée dans les toilettes luxueuses dont j'avais moi-même validé les plans d'isolation phonique pour qu'on n'entende rien de la salle. Ironique. Je me suis renfermée dans une cabine. Et là, seulement là, j'ai appuyé mon front contre la cloison froide en marbre. J'ai laissé échapper le son. Ce n'était pas un cri. C'était un souffle. Un long sifflement. Le souffle de 20 ans de mépris, de rabaissement, de sabotage. Les larmes sont venues. Des larmes chaudes, silencieuses, de pure rage. Des larmes d'humiliation. Des larmes pour cette stupide petite fille en moi qui avait encore espéré être aimée. Je me suis regardée dans le miroir. Mon maquillage avait coulé. J'avais l'air pathétique. J'avais l'air exactement comme il voulait que je sois, faible et vaincue. Non, ai-je murmuré à mon reflet. Assez. J'ai pris un mouchoir en papier. J'ai essuyé mes joues avec une précision chirurgicale. J'ai rajusté ma robe. J'ai regardé mon reflet droit dans les yeux. Tu n'es pas une sale bricoleuse. Tu es Aveline Dutheil. Tu es PDG. Tu es la propriétaire de ce silence. Ils n'ont pas ce pouvoir. Plus maintenant. Et vous? Honnêtement. Si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti en claquant la porte? Auriez-vous crié la vérité à la figure de tout le monde? Ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, ce que votre cœur vous aurait dicté de faire. Quand je suis retournée à cette table, mon sourire est revenu, mais il était différent. Il n'était plus en soi. Il était en acier. Ce n'était plus de la patience. C'était une armure. Quand je me suis rassise, l'ambiance avait changé. Mon départ soudain, après l'insulte, les avait mis mal à l'aise. Ils avaient peur que j'aie fait une scène dans les toilettes. Maintenant, ils essayaient de prétendre que rien ne s'était passé, parlant de la pluie et du beau temps avec une fausse vivacité. C'est alors qu'une femme s'est levée d'une autre table, de l'autre côté de la salle. Mon cœur a fait un bond. Je l'ai reconnue. Corinne. Corinne avait été comptable dans une petite PME qui avait fait faillite il y a 2 ans. Je l'avais rencontrée lors d'un atelier que j'animais bénévolement pour Femmes et Réussite. Elle était brillante,
méticuleuse, mais complètement brisée par le chômage à 45 ans. Je l'avais prise sous mon aile. Je l'avais mentorée. Je lui avais payé une formation de haut niveau en finance de groupe. Aujourd'hui, elle travaillait pour un grand groupe industriel de la région. Elle s'est approchée de notre table. Ma mère l'a regardée avec méfiance, comme si une serveuse venait se plaindre. Madame Dutheil, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une émotion contenue, s'adressant uniquement à moi. Aveline. Pardonnez-moi de vous déranger en famille. Ma mère a froncé les sourcils. Madame Dutheil? Delphine a arrêté de parler. Je voulais juste vous remercier, a continué Corinne, les larmes aux yeux. Je fête ma promotion ce soir, avec mes enfants. Je suis la nouvelle directrice financière de ma boîte. Félicitations, Corinne, c'est mérité, ai-je dit doucement. Je n'y serais jamais arrivée sans vous, a-t-elle murmuré. Vos conseils, la formation, vous avez cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Vous avez changé ma vie. Elle m'a serré la main, les larmes coulant sur ses joues, puis, réalisant qu'elle s'immisçait, elle a ajouté, pardonnez-moi. Bonne soirée, Madame Dutheil. Elle est retournée à sa table où ses enfants l'ont applaudi. Un silence gêné s'est installé. Directrice financière, a murmuré Bastien, l'air confus. Elle te connaît d'où? Une de mes bricoles, ai-je répondu calmement. Quelques minutes plus tard, alors que Delphine essayait de reprendre son monologue sur les faire-part, un homme d'une table voisine s'est levé. Il avait la cinquantaine, portait des lunettes d'architecte et une veste en velours. Il ne s'est pas rapproché de notre table, mais de Clément, le manager, qui se tenait non loin, près d'une station de service. Pardonnez-moi, monsieur, dit l'homme, sa voix de passionné portant légèrement. Je suis architecte. Je dois vous le dire. L'acoustique de ce lieu est un chef-d'œuvre. Un pur génie. Mon père a redressé l'oreille, flatté, comme si on le complimentait lui. Le silence est si parfait qu'il en devient une texture, continua l'architecte. Chaque table est une bulle privée. Je n'ai jamais rien vu, ou plutôt entendu, de tel. J'essaie de savoir qui a fait ça, mais c'est un secret bien gardé. Clément m'a jeté un micro-regard, un sourire imperceptible aux lèvres, avant de répondre, nous avons eu beaucoup de chance avec nos collaborateurs, monsieur. Delphine a gloussé. Oh, ça doit être une grande firme parisienne, j'imagine. Ils ont les meilleurs. Mon père a hoché la tête, l'air connaisseur. Absolument. Le vrai savoir-faire. L'excellence française. L'architecte a secoué la tête. Non, non. Ce n'est pas parisien. C'est trop intelligent, trop innovant. C'est autre chose. Il n'avait aucune idée. Il ne pouvait même pas imaginer que le génie qu'il décrivait était assis là, traité de bricoleuse. L'intervention de l'architecte, combinée à celle de Corinne, avait rendu Bastien visiblement agacé. L'attention n'était plus sur lui et sa fiancée. Il a décidé de porter ce qu'il pensait être le coup de grâce, de me remettre définitivement à ma place. Il s'est tourné vers moi avec un sourire paternaliste, parlant assez fort pour que les tables voisines entendent. Sérieusement, Aveline, dit-il, comme s'il s'adressait à une enfant un peu simplette. Tu devrais arrêter tes bêtises de chantier. Ça t'abîme les mains. Et franchement, ce n'est pas très féminin. Delphine a ricané. Écoute, continua-t-il, je suis généreux. J'ai une place d'assistante administrative qui s'ouvre dans mon fonds d'investissement. Tu classeras des dossiers, tu répondras au téléphone. Au moins, c'est propre. Et tu auras l'air respectable. Respectable. Encore ce mot. Propre. C'en était trop. Mais c'est mon père qui a parlé en premier, scellant son propre destin ce soir-là. Il a raison, Aveline, dit Hervé, son visage dur et fermé. J'en ai honte. Tu ne comprends pas? J'ai honte de dire ce que fait ma fille. Je suis le PDG de Dutheil Industries, et ma fille joue dans le plâtre. Il a frappé la table du plat de la main, faisant teinter les verres. Je t'ai offert une carrière en or dans mon entreprise. Une place au conseil d'administration. Une carrière propre. Un bureau digne de ce nom. Et tu as tout jeté.
Tu as craché sur ton héritage. Pour aller jouer dans la boue. Pour ça. Ça. Il a désigné mes mains, mon travail, ma vie, d'un geste dédaigneux. J'ai posé ma fourchette. Lentement. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai essuyé mes lèvres avec ma serviette en lin. Le silence dans le restaurant était devenu total. Notre table était devenue une scène. J'ai regardé chaque membre de ma famille, un par un. Delphine, qui souriait, triomphante, savourant sa victoire. Bastien, suffisant, certain de m'avoir achevé. Ma mère, qui regardait ailleurs, vers la fenêtre, comme toujours. Mon père, le visage fermé par la colère et la déception. Ma voix est sortie. Pas forte. Pas agressive. Juste incroyablement claire et basse. Ça, papa. Le silence est devenu si lourd qu'il semblait physique. Ça. Ai-je répété, en regardant mon père droit dans les yeux. C'est ce dans quoi tu es assis en ce moment. Son sourire a vacillé. Il n'a pas compris. Pardon, dit Martine, sa voix soudain inquiète. Qu'est-ce que tu racontes, Aveline? Ne fais pas de scène. Ce restaurant, ai-je continué, ma voix portant sans effort dans l'acoustique parfaite que j'avais créée. L'écrin d'or. Le silence de velours que l'architecte vient de qualifier de « génie ». Les murs. Le plafond. Le sol. L'intimité que vous appréciez tous tant ce soir. J'ai fait une pause, laissant mes mots flotter dans l'air. C'est mon travail. C'est ma bricole. C'est ça. Le silence qui a suivi n'était plus feutré. Il était électrique. Il n'était plus le mien. Il était le leur. Le visage de mon père s'est décomposé. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'incompréhension pure. Quoi? De quoi tu parles? C'est absurde. Aveline, arrête tes bêtises, tu nous mets mal à l'aise, siffla Martine, ses joues rougissant. Tu es fatiguée. Delphine a ri, mais c'était un rire nerveux, un son aigu qui a brisé l'harmonie du lieu. Elle invente. C'est pathétique. Elle essaie de se rendre intéressante. Elle n'a pas pu faire ça. C'est un restaurant 3 étoiles. Bastien ricanait, mais ses yeux ne riaient plus. Il me fixait, calculateur. Jolie tentative, Aveline. Mais on ne s'invente pas une vie. Tu n'as pas les moyens de... Il n'a pas pu finir sa phrase. Car c'est à ce moment précis que Clément, le manager, s'est approché de la table. Son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une urgence professionnelle. Il m'a ignoré les premières secondes, s'adressant à mon père par courtoisie. Monsieur Dutheil, je suis navré. Puis il s'est tourné vers moi. Et tout, dans sa posture, a changé. Il n'était plus le manager s'adressant à un client. Il était l'employé s'adressant au patron. Madame Dutheil, dit-il, sa voix claire et respectueuse, s'adressant directement et uniquement à moi. Le visage de ma mère s'est figé. Le ricanement de Bastien est mort sur ses lèvres. Madame Dutheil, je suis sincèrement désolé de déranger votre dîner de famille. Je sais que vous teniez à être discrète. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête, lui donnant la permission de continuer. Mais Madame Cécile Rousseau, du groupe Hiver, est à l'accueil. Elle insiste absolument pour vous voir. Elle dit que c'est au sujet du contrat d'exclusivité pour les 10 nouveaux hôtels en Europe. Comme si elle avait entendu son nom, une femme est apparue derrière Clément. Grande, la soixantaine, cheveux gris coupés courts dans un carré impeccable, vêtue d'un tailleur pantalon bleu roi qui criait le pouvoir. C'était Cécile Rousseau, la reine de l'hôtellerie en France, une légende vivante. Elle n'a même pas regardé ma famille. Elle a foncé droit sur moi, ses talons claquant sur le parquet. Aveline. Ma chère. Sa voix était puissante, habituée à commander. J'ai annulé ma soirée à l'opéra pour vous intercepter. Votre assistante m'a dit que vous dîniez ici. Impossible de vous avoir au téléphone. Elle m'a fait la bise, un geste public qui a fait halter ma mère. Ce que vous avez fait ici, dit-elle en balayant la salle du regard, c'est légendaire. C'est devenu la référence absolue.
Tout le monde en parle à Paris. Je veux cette magie. Je la veux pour mes 10 nouveaux hôtels. Carte blanche. Dites-moi votre prix. Je ne pars pas d'ici sans un accord de principe. J'ai souri, sentant le regard brûlant de ma famille sur moi. Cécile, vous êtes terrible. Vous me prenez en embuscade. Laissez-moi respirer. Je suis en famille. La famille attendra, dit-elle en riant. Le business, c'est maintenant. Je me suis tournée vers ma table. Le visage de Delphine était livide. Blanc. Comme si elle avait vu un fantôme. Elle regardait Cécile Rousseau comme un croyant regarderait une apparition divine. Bastien avait la bouche ouverte, son ricanement figé dans une grimace grotesque. Il comprenait le business. Il comprenait le nom Rousseau. Mon père me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Pas sa fille. Une étrangère. Une femme de pouvoir. Mais ce n'était pas fini. Oh non. Ce n'était que le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le cousin technophile, Édouard, celui qui avait posé la question, était resté silencieux, les yeux rivés sur son téléphone depuis que Clément m'avait appelé Madame Dutheil. Il tapait frénétiquement. Soudain, il a lâché son téléphone sur la table. Le bruit a fait sursauter ma mère. Attendez. A-t-il bégayé, la voix tremblante. Attendez. Aveline. Aveline Dutheil. Sonore. Mon Dieu. Il a attrapé son téléphone et l'a presque jeté au milieu de la table, l'écran tourné vers nous. Ce n'était pas une vidéo. Ce n'était pas un post Instagram. C'était la couverture du magazine Forbes France d'il y a 3 mois. Ma photo. En gros plan. Prise dans mon atelier, un plan à la main, le regard droit vers l'objectif. Sérieuse. Déterminée. Le titre, en lettres capitales, barrait la page. Aveline Dutheil, la sorcière du silence de l'Europe. Comment son entreprise, Sonore, est devenue l'arme secrète du luxe à plusieurs millions d'euros. C'est vous, a demandé le cousin, la voix étranglée. Le magazine disait que vous étiez la femme derrière l'écrin d'or, mais je n'avais pas fait le lien. L'architecte à la table voisine, qui avait évidemment entendu l'échange avec Madame Rousseau, s'est levé d'un bond. Il avait entendu le nom Dutheil. Pardon, dit-il en s'approchant, l'air surexcité. Vous êtes la Aveline Dutheil? De Sonore? J'ai hoché la tête. L'homme a porté la main à son cœur. Mon Dieu. Je suis architecte. Je suis un admirateur absolu de votre travail. Vos articles techniques sur la diffraction acoustique dans les espaces complexes, vous êtes une légende dans le milieu. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec votre bureau pendant des mois. C'est un honneur. Il ne me serrait pas la main, il la vénérait presque. D'autres personnes aux tables voisines, des hommes et des femmes en costume cher, des gens du monde des affaires lyonnais qui venaient dîner ici, ont entendu le nom. Des murmures ont commencé, comme un feu de forêt. C'est Aveline Dutheil. La fille de Sonore? C'est elle qui a fait cet endroit? Ce n'était pas des applaudissements. C'était mieux. C'était un murmure de respect profond, de reconnaissance professionnelle. Le son de ma réputation me rattrapant dans le pire endroit possible, au pire moment pour eux. Je me suis tournée vers ma sœur. Delphine tremblait. Pas de colère. De peur. Ou peut-être de honte. Sa lèvre inférieure tressaillait. Tu as caché tout ça, sa voix était un souffle cassé, presque inaudible. J'ai secoué la tête. J'ai parlé doucement, mais dans cette acoustique parfaite, chaque mot était clair comme du cristal. Non, Delphine. Je n'ai jamais rien caché. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai juste arrêté d'attendre que vous regardiez. Le silence qui a suivi était total. Et cette fois, il m'appartenait entièrement. La soirée était terminée. Je le savais. Il le savait. L'air était saturé de vérités non dites et de mensonges exposés.
J'ai fait un signe discret à Clément. Il s'est approché, non pas avec un terminal de paiement, mais avec le porte-addition en cuir sombre. Instinctivement, mon père et Bastien ont sorti leur portefeuille en même temps. Un dernier réflexe de patriarcat, une dernière tentative de reprendre le contrôle de la situation par l'argent. Clément les a ignorés. Avec une révérence presque imperceptible, il a posé l'addition, juste devant moi. L'addition, s'il vous plaît, Clément, ai-je dit calmement. Mettez-la sur le compte de l'entreprise. Section, frais de représentation, point. Bastien a blêmi. Il a compris. Le restaurant était à moi, au point que j'avais un compte entreprise. J'ai sorti de mon sac, non pas un portefeuille, mais un simple porte-carte. J'en ai extrait ma carte d'entreprise. Une carte en métal noir, sobre, lourde, avec juste le logo de Sonore gravé au laser. Je l'ai tendue à Clément, mais il a secoué la tête. Ce n'est pas nécessaire, Madame Dutheil. La maison est heureuse de vous l'offrir. Non, Clément, j'ai insisté doucement. Le travail mérite salaire. Faites ce que j'ai demandé. Il s'est incliné. Bien, madame. Je me suis levée. Ma chaise a glissé sans un bruit sur le parquet. Madame Rousseau, qui avait attendu patiemment, s'est levée avec moi. Allons-y, Aveline. Mon chauffeur s'impatiente, et nous avons des millions d'euros à discuter. J'ai le contrat dans mon sac. Elle m'a pris le bras, un geste de complicité, de puissance à puissance. Alors que je passais devant la table de Corinne, celle-ci s'est levée et m'a discrètement glissé un bout de serviette en papier plié dans la main. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Delphine et Bastien s'étaient levés et fuyaient, littéralement. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils n'ont pas dit « félicitations ». Ils ont attrapé leur manteau et se sont précipités vers la sortie sans un regard en arrière. Comme des vampires fuyant la lumière du jour. Ma mère était figée, la main sur son collier de perles, me regardant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la peur. La peur de l'inconnu. La peur de réaliser que la hiérarchie familiale venait d'être pulvérisée. Mon père regardait ses mains, posées sur la nappe. Vaincu. L'homme qui bâtissait des choses respectables venait d'être écrasé par la sale bricoleuse. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, aux côtés de Cécile Rousseau. Dans le hall d'entrée, sous la lumière dorée, j'ai ouvert la serviette que Corinne m'avait donnée. Il y avait 4 mots écrits au stylo, d'une écriture soignée. Nous étions toutes fières de vous. J'ai serré le papier dans ma main. Je suis sortie dans l'air frais de Lyon, laissant derrière moi les ruines de leur soirée parfaite, dans le silence parfait que j'avais construit. Les 2 jours suivants ont été un tremblement de terre silencieux. Les répliques de ce dîner se sont propagées bien au-delà de la table. La première réplique est venue pour Bastien. Le fonds d'investissement majeur qu'il essayait de courtiser, et qui, par une délicieuse coïncidence, était dirigé par un ami proche de Cécile Rousseau, a soudainement mis son projet sous examen éthique. Cécile, furieuse de la façon dont j'avais été traitée, avait passé un seul coup de fil. L'accord, qui devait le rendre riche, a été annulé le lendemain matin pour manque de transparence. La deuxième réplique a été pour Delphine. L'architecte et quelques autres personnes présentes au restaurant ce soir-là, des membres influents de la communauté d'affaires de Lyon, ont apparemment parlé. Son compte Instagram, son précieux gagne-pain, a été inondé de commentaires. Des gens lui demandaient comment elle pouvait être une coach de marque personnelle, tout en traitant sa propre sœur de sale bricoleuse. Son image intègre a volé en éclats. Elle a dû verrouiller son compte. Puis le téléphone a sonné. Ma mère. Sa voix était sèche. Mécanique. Tu nous as embarrassés, Aveline. Tout le monde parle de ça. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Elle a pris une grande inspiration, un son tremblant. Mais, c'était bien fait. Ton travail? Cécile Rousseau. C'est impressionnant. C'était le plus proche d'un compliment que j'obtiendrai jamais. Tu n'as pas besoin d'être fière de moi, maman, ai-je répondu, sans colère, juste avec une immense lassitude. Juste,
Ne m'efface plus de ta vie. Il y a eu un long silence. D'accord, a-t-elle dit, avant de raccrocher. La visite la plus surprenante a eu lieu à mon bureau le lendemain. Mon frère aîné, Mathieu. Il avait été à la table ce soir-là, silencieux, comme toujours. Le lâche de la famille. Il s'est tenu devant mon bureau, l'air misérable, triturant son chapeau. Aveline, a-t-il commencé, en se tortillant les mains. J'ai honte. J'ai levé les yeux de mes plans. J'ai honte. J'ai tout vu. J'ai tout entendu. Pas seulement ce soir-là. Pendant des années. Et je n'ai jamais rien dit. J'ai laissé papa et Delphine te démolir. Papa, il ne le dira jamais, mais il a tort. Et moi, j'ai été un lâche. Je te demande pardon. Les larmes lui sont montées aux yeux. C'était la seule chose que j'avais jamais voulu entendre. Pas les éloges de Cécile Rousseau. Pas les articles de Forbes. Juste ça. Je me suis levée et je l'ai pris dans mes bras. C'était la première fois depuis que nous étions enfants. Je te pardonne, Mathieu. Et mon père? Hervé? Rien. Pas un appel. Pas un message. Pas un mot. Son silence était sa réponse finale. Il préférait avoir raison dans sa colère et son orgueil que d'admettre qu'il avait eu tort. Sa fierté était plus forte que son amour. J'ai compris ce jour-là que certains ponts peuvent être réparés. J'ai compris que d'autres sont faits pour être brûlés, non pas avec colère, mais pour laisser la lumière entrer. Je n'ai pas attendu d'excuses de la part de Delphine ou de mon père. Je n'ai pas savouré ma victoire. J'avais un empire à diriger. J'avais 10 hôtels à travers l'Europe à rendre acoustiquement parfaits. La semaine suivante, j'ai officiellement lancé Les Échos, la fondation de Sonore. Ce n'était plus un projet parallèle, c'était devenu une priorité. Un programme de mentorat national pour les jeunes femmes qui, comme moi, voulaient entrer dans des filières techniques, dans l'ingénierie, dans la bricole. Lors de la première session, devant 50 jeunes femmes aux yeux brillants, je leur ai raconté mon histoire. Je leur ai parlé de ce dîner. Je leur ai parlé de l'insulte, sale bricoleuse. Je leur ai parlé du demi-million d'euros que j'avais failli perdre à cause d'un sabotage familial. Je leur ai parlé de l'importance de savoir lire un contrat, de comprendre la finance, et de ne jamais, jamais, laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur. Surtout pas ceux qui sont censés vous aimer le plus. Mon bureau est devenu mon sanctuaire. Mon équipe, ma vraie famille. Corinne, que j'ai embauchée comme directrice financière à temps partiel pour Sonore, en plus de son autre travail, gère maintenant mes finances. L'architecte de ce soir-là travaille avec nous sur un projet de musée. Mon frère Mathieu vient dîner tous les dimanches. Nous apprenons à nous connaître à nouveau. Il y a 3 jours, mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais par cœur mais que je ne voyais jamais. Maman. J'ai décroché. Aveline? C'est maman. Sa voix était hésitante. Petite. Bonjour maman. Je me demandais. Dimanche. Tu es libre pour déjeuner? J'allais dire oui par réflexe, l'ancienne Aveline, celle qui saute sur la moindre miette d'affection. Puis elle a ajouté. Je pourrais venir, chez toi? J'aimerais voir où tu vis. Mathieu m'a dit que c'était joli. Mon souffle s'est coupé. Pendant 15 ans, ma mère avait refusé de venir chez moi. Mon appartement était trop moderne, trop froid, trop loin. Elle ne demandait pas à déjeuner. Elle demandait la permission d'entrer dans mon monde. Le pouvoir avait changé de main. Définitivement. J'ai regardé par la grande fenêtre de mon bureau, vers l'atelier où mes ingénieurs, hommes et femmes, riaient en travaillant sur des plans. J'ai souri. Une vraie sourire, cette fois. C'est gentil, maman. Dimanche, c'est compliqué. Laisse-moi regarder mon agenda. J'ai beaucoup de travail avec Cécile Rousseau. Je te rappelle. J'ai raccroché. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement, totalement, en paix. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les dernières à voir qui nous sommes vraiment. Parfois, le monde entier doit vous applaudir avant que votre propre famille ne lève les yeux.
Mais la leçon que j'ai apprise, la leçon que je veux vous laisser aujourd'hui, est la suivante: vous n'avez pas besoin de leur permission pour devenir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour réussir. Et vous ne leur devez absolument pas une place à la table que vous avez mis tant d'efforts et de larmes à bâtir. J'ai passé des années à essayer de m'adapter à leur vision étroite du succès, sans réaliser que leur mépris n'était pas le reflet de ma valeur, mais le reflet de leurs propres peurs et de leurs propres échecs. Alors, si vous qui m'écoutez en ce moment, vous vous êtes déjà senti invisible. Si on vous a déjà dit que votre travail ne comptait pas, que vos rêves étaient trop petits, ou que vous étiez un sale bricoleur ou une sale bricoleuse. J'espère que cette histoire vous rappelle que vous avez déjà de la valeur. Ici et maintenant. Et maintenant, c'est à vous de me parler. Avez-vous déjà dû tracer une ligne? Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre estime? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Parlons-en. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si elle vous a touché, laissez un 1 dans les commentaires, juste pour que je le sache. Votre soutien est incroyablement important. Et si elle ne vous a pas plu, j'aimerais aussi savoir pourquoi. Vos pensées comptent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires vraies comme celle-ci, et de partager cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et continuez de bâtir. Toujours.